Bonjour, docteur Mamaram Seck, chers collègues. Tu es, hein, on tutoie. Bien sûr. Tu es chercheur à l'IFAN, linguiste. Oui. Et puis, tu travailles beaucoup sur ces questions relatives à la politique, à la religion, à l'art de manière générale également. Et puis aujourd'hui, tu participes également à ce projet Talking Object, le langage des objets, qui nous réunit autour de l'œuvre de Viediba et qui va dialoguer avec l'artiste Caroline Gueye. Alors, avant d'entrer dans les détails, j'aimerais bien que l'on parle un peu de ta carrière en tant que linguiste, parce que c'est une carrière assez transversale, la linguistique, parce que tu touches à plusieurs secteurs. Comment cette évolution s'est faite et comment tu es arrivé justement en tant que linguiste à ta formation à toucher tous les secteurs-là qui te préoccupent aujourd'hui? Merci Malik, merci de m'avoir invité. Alors, pour ce qui est de ma carrière, je dirais que j'ai une trajectoire assez sinueuse et avec plusieurs étapes. Alors, j'ai commencé mes études en lettres modernes, hein. Donc j'ai fait littérature, mais dans cette faculté, ce qui m'intéressait le plus et qui m'a peut-être orienté vers la linguistique, c'est la sémiotique. Donc, qui est l'étude du processus, n'est-ce pas, de signification des objets, des signaux, etc. Donc, alors, c'est un sujet qui me passionnait beaucoup et je rends hommage à mon professeur Alioune Tine, qui est devenu aujourd'hui... qui est également mon professeur. Hein? Bien sûr. Et qui a été, je crois, à un moment donné aussi en contact avec l'art. Je crois qu'il a travaillé au musée. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est un acteur des droits de l'homme. Alors, donc, de là, maintenant, quand je suis parti à l'étranger, j'ai fait de la linguistique. Donc, j'ai commencé par Genève, où j'ai fait l'école de Genève, l'école d'analyse du discours de Genève, très connue dans le monde. C'est là où j'ai fait donc mon DEA avant d'aller aux États-Unis pour faire la linguistique pure maintenant, pas française mais générale. Alors, mais pendant tout ce parcours-là, je me suis toujours intéressé à la relation entre les signes en général et la société. Que ce soit des produits discursifs, que ce soit des symboles, voilà, tout ce qui est signe. Hein. La linguistique, c'est l'étude des signes, mais pas simplement des signes verbaux, mais aussi des signes non verbaux. Donc, ce qui fait la transition vers l'art, parce que l'art, pour moi, c'est l'expression de sensibilité à travers des signaux, à travers des objets. Alors, et ces objets-là sont muets quand ils sont dans des musées, mais ils nous parlent dans une certaine mesure. Et c'est là maintenant que le langage intervient, parce que c'est le langage qui donne la signification des objets. Alors, on ne peut pas parler d'art, d'œuvres d'art, sans parler de langage, parce que les deux vont ensemble. Et donc, c'est un peu ça qui fait qu'aujourd'hui, je m'intéresse aussi à l'art, au monde artistique en général, à la musique. Je viens de sortir un livre sur l'Issour, donc c'est de l'art. J'ai travaillé sur la chanson soufie aussi, c'est de l'art. Donc voilà, et puis au discours religieux, politique, c'est aussi de l'art, parce que c'est l'art de convaincre. C'est une sorte de machination, c'est une sorte d'architecture verbale dont le but est justement de faire passer un message qui soit convaincant. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, en discutant avec Viediba, il établissait un parallèle entre art et politique.
Alors, dans ton travail, il y a également de plus en plus ce parallèle qui tend à s'établir. Je note au passage, j'ai oublié de le dire tantôt, que tu es le conservateur du musée historique de Gorée. Et dans le travail que tu es en train de faire, en fait, je pense qu'il y a tout un pan de l'art et de la politique qui seront en dialogue, d'autant plus que tu as beaucoup travaillé sur le champ politique au Sénégal. Alors, parlons un peu de ce rapport aujourd'hui entre art et politique, parce que Yediba disait que tous les politiques sont des artistes, parce qu'ils parviennent à nous faire oublier nos préoccupations quotidiennes, le temps de nous capter dans une réalité et de nous enchanter en réalité. Donc, de ton point de vue, quelle serait cette relation entre l'art et la politique? Bon, le premier élément que je vais poser, c'est d'abord l'art oratoire. Un homme politique doit, pour savoir justement transporter son public vers son idéal à lui, vers ce que lui il veut montrer, il veut présenter à l'opinion. Donc il a cette façon de capter, comme vous le dites, l'attention des gens sur son programme et sur sa personne aussi. D'ailleurs, on l'a remarqué, la politique est devenue presque un objet personnel maintenant. On a trop personnalisé la politique à travers donc, un individu, son corps, son discours, sa forme d'expression, sa façon de s'exprimer, etc. Donc tout ça, c'est de l'art. Donc c'est une performance que l'homme politique fait, comme le fait le chanteur sur scène, etc. Donc pour capter l'attention. Donc là, c'est un premier point. Ensuite, maintenant, si on revient au support, regardez maintenant tous ces supports artistiques que nous voyons sur les murs, sur les affiches, etc., pour faire passer un message politique. Donc c'est comme dire que le verbe seulement ne suffit pas. Il faut des objets, il faut des images, il faut des symboles, n'est-ce pas? Et ces symboles-là aussi ont une signification. Voilà, donc c'est le cheval, c'est le maïs, par exemple, avec le PDS. Donc ça renvoie à une certaine réalité, que ce soit agricole, que ce soit religieux, social, etc. Donc les couleurs aussi, regardez les couleurs qu'ils utilisent. Voilà, regardez le blanc, comment le blanc aujourd'hui est mis en évidence par les hommes politiques, surtout ceux qui ont maille à partir avec la justice. Ils s'habillent toujours en blanc, c'est un message pour dire, voilà, je suis blanc comme neige, voilà, etc. Donc, les hommes politiques font recours à l'art oratoire, mais aussi aux images, aux symboles, à tout. Il faut eux-mêmes de la performance artistique, n'est-ce pas, pour convaincre et rallier des gens. Pour ce qui est maintenant du musée historique, on est dans... Peut-être qu'on va revenir sur le musée historique, mais ici, en fait, on voit ce rapport entre art et politique que la linguistique nous permet de mieux appréhender. Et cette linguistique, maintenant, va nous permettre également d'appréhender un autre projet. Le projet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est Talking Object. Oui. Dans quelle mesure les objets peuvent avoir un langage? Alors, moi, la question que je vais me poser, c'est que ce langage-là, d'où vient ce langage? Est-ce que les objets ont un langage autonome? Oui. Ou bien est-ce qu'on peut concevoir les objets comme n'ayant pas de langage en soi, mais comme ayant un langage, parce que tout simplement, on leur donne un sens à un temps déterminé. Donc ça pose une question un peu plus globale. L'objet a-t-il un sens inné, ou bien est-ce que l'objet a un sens qui varie selon les personnes qui en font un usage? Ou bien est-ce que les deux vont ensemble? Très bien. Il y a des objets dont le sens est autonome.
hein, c'est souvent des objets cultuels qui en soi portent déjà un sens qui est partagé et qui est symbolisé sous forme d'objet. Hein. Donc devant une étoile, on ne se pose pas de questions. Devant une poterie, n'est-ce pas, voilà, qu'on trouve par exemple dans un sanctuaire, on sait à quoi ça sert. Hein. On sait que voilà, on s'en sert pour s'imbiber le corps, on s'en sert pour des rituels, etc. Donc il y a des objets qui déjà sont ancrés dans un espace culturel bien déterminé et qui ont un sens inné. Maintenant, quand il s'agit d'un objet qui est fabriqué par un artiste, qui le présente au public, alors là, c'est là où le langage intervient. Alors même si l'artiste lui donne déjà une signification qu'il ne présente pas, mais qui est là, qu'il est le seul à savoir, nous aussi, nous tendons à lui donner un sens, hein, à une signification. Donc c'est ce qu'il appelait tout à l'heure cette communion entre nous et les objets. Et quand vous entrez dans un musée, hein, c'est pas toujours que vous avez par exemple un guide qui vous présente les objets, mais il suffit de regarder l'objet pour entrer en symbiose avec cet objet. Il y a une conversation, un dialogue peut-être non verbal avec l'objet qui nous permet, nous, de nous projeter sur l'objet et l'objet aussi de nous refléter quelque chose. Donc il y a cette interaction que nous avons avec l'objet. Mais parfois, on a besoin de médiation pour savoir exactement quelle est cette signification cachée dans l'objet. Et là, c'est là où le langage intervient. Alors, donc, en linguistique, ça s'appelle la sémiologie. Donc, c'est justement cette étude, n'est-ce pas, du sens de la signification des objets, n'est-ce pas, par le langage, ce qui nous permet de mieux les comprendre. Mais, comme je l'ai dit, parfois, l'objet est muet, mais nous dit beaucoup de choses et il suffit peut-être d'avoir une certaine grille de lecture, d'appréciation de ces objets pour accéder au sens sans le langage. Donc les deux sont possibles. Et d'ailleurs, là, on fait une transition avec le musée parce que le musée est un espace qui va présenter l'objet et où l'objet aura une certaine liberté, parfois contraignante, parfois restreinte, c'est selon, mais en tout cas où l'objet a un langage en vertu de ses propriétés, de sa matière, de sa fonctionnalité, mais en tout cas, dans tous les cas, un langage vers un public. Alors, le rôle que doit jouer le musée aujourd'hui dans nos sociétés, c'est un rôle également qui peut interpeller le linguiste, comme ça peut interpeller le sociologue, comme ça peut interpeller l'artiste. Mais je pense que de plus en plus, ces médiateurs-là, dont on a besoin de l'expertise pour re-questionner, pour refacturer en fait l'institution muséale, il faut aller les chercher en dehors même des artistes et des traditions disciplinaires que sont l'histoire de l'art, etc. Là, on est dans une sphère, dans une dimension aujourd'hui multidisciplinaire. Quel apport le linguiste peut-il apporter? En fait, je me répète là, mais quel est l'apport du linguiste dans une nouvelle fonctionnalité du musée? Là, je pose la question au conservateur du musée. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, en tant que linguiste, je vois les objets comme des signes. Hein? Alors, c'est comme des signes qui ont un sens, qui ont une signification. Alors, sauf que dans un musée, les objets sont déjà circonscrits dans un cadre. Alors, vous avez une exposition, alors, et des objets qui viennent, voilà, pour illustrer cette exposition. Donc, il y a déjà un sens général qui est donné à l'objet, d'autant plus qu'il est voilà, dans un cercle bien circonscrit, donc dans un lieu bien déterminé. Mais en dehors de cela, l'objet aussi a son identité propre. Donc on peut voir dans l'objet quelque chose qui est au-delà de la thématique qui est par exemple
qui lui est inscrite. Regardez, par exemple, je viens de voir hier l'objet dont on va parler cet après-midi. Alors, dès que je l'ai vu, j'ai eu tout de suite ma propre lecture de ce que ça pourrait être. Sans parler à l'auteur, peut-être que lui, il inscrit cet objet dans une thématique bien déterminée. Il lui a donné une signification. Mais moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ah, cela me rappelle telle ou telle chose. Donc, cela renvoie aussi à la question que vous venez de poser, à savoir quel rôle jouent les musées. Les musées, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de cristallisation de la mémoire, mais aussi de conservation de la mémoire. C'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de culte parfois, parce que vous voyez que maintenant, on retrouve des objets de culte dans nos musées. Ce qui pose la question aussi de notre propre identité. Quelle est cette forme cette façon de concevoir nos propres musées que nous voulons mettre en évidence? C'est quoi un musée pour nous, par exemple? Est-ce que c'est un musée à l'occidental où on voit des tableaux abstraits parfois, difficile à comprendre si on n'a pas cette expertise-là qu'il faut, cette formation artistique, etc. Ou est-ce que c'est un lieu qui nous rappelle qui nous sommes, qui nous accueille, qui nous met en correspondance, en dialogue avec notre culture, avec nous-mêmes, en quelque sorte? Est-ce que c'est ça le musée du futur? Moi, je pense que c'est ça. Alors, le musée historique, c'est un musée qui est censé représenter l'histoire du Sénégal, n'est-ce pas, depuis ses origines jusqu'à nos jours, mais on y retrouve aussi des objets qui peuvent qu'on peut valoriser au-delà même de cette trajectoire qui est déjà établie. Est-ce que chaque objet n'a pas sa propre signification? Est-ce qu'on ne peut pas, au-delà des expositions figées aussi, voir notre histoire comme une histoire plurielle? Pour moi, on passe très vite là-dessus, alors qu'on pouvait peut-être s'arrêter sur une thématique et aller en profondeur pour voir, par exemple, les histoires de notre histoire, et pas seulement l'histoire en tant que telle. Alors, Gorée, par exemple, l'histoire de Gorée, je pense que ça peut faire l'objet d'une grande exposition. L'histoire de l'esclavage, ça peut faire l'objet d'une grande exposition. Et nos histoires spécifiques. Par exemple, l'histoire de la médecine traditionnelle, l'histoire de la politique, etc. Donc, on peut voir ça de façon plurielle et pas simplement, comment dirais-je, chronologique, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr Mamaram Seck, chers collègues, de nous avoir accordé cette interview et d'avoir fait le bilan de cette linguistique qui s'est confrontée aux objets et à la politique et à l'art de manière globale.